qu'on va pouvoir tout de suite aborder notre troisième et dernière table ronde de la journée. Je vais demander à Frédéric Burtz, président de STET et directeur général de BBCE Paiement de me rejoindre, ainsi que Ludovic Francesconi pour Wero, Marc Schwartz, président directeur général de la Monnaie de Paris, et Philippe Lolani, le directeur général de CB. Voilà, je vous laisse me rejoindre. Bonjour. Je vous laisse vous installer. Philippe, vous faites le plan de table? Non? Bonjour. Voilà. Allez-y, asseyez-vous. Vous faites de plus. Donc cette troisième table ronde de la journée, cet après-midi, consacrée au secteur du paiement dans le contexte de bouleversements économiques, sociétaux, géopolitiques, climatiques, etc. Tout ce contexte que nous avons décrit ce matin, pas toujours très positif, mais c'est ainsi. Donc la préservation de la filière paiement s'impose comme un enjeu stratégique de souveraineté pour la France et l'Europe. Nous allons en discuter ensemble pendant 1 heure. Marc Schwartz, je vais commencer avec vous, puisque vous publiez un essai passionnant sur la nouvelle guerre des monnaies. C'est aux éditions Odile Jacob, ça vous fait un peu de publicité. Vous dites que la monnaie a un vrai impact sociétal, c'est ce que vous racontez dans ce livre, mais avec les nouvelles technologies numériques, la monnaie est et sera de plus en plus immatérielle. Cette dématérialisation progressive s'est accélérée au cours des dernières décennies, sans jusqu'à présent faire disparaître les pièces et les billets. Jusqu'à l'année dernière, les espèces étaient encore majoritaires dans les paiements. Et puis aujourd'hui, la carte bancaire est passée devant. Alors comment vivez-vous cette évolution ? En général ou en tant que président de la Monnaie de Paris ? Les deux. Bon, d'abord, j'ai compris avec l'intervenant précédent qui était tout à fait intéressant et illustré qu'on avait le droit de faire de la publicité pour ce qu'on faisait. Donc j'ai apporté mon livre. Il est disponible aux éditions Odile Jacob pour la modeste somme de 24,90 €. Vous le trouvez dans toutes les bonnes librairies. Quand je passe dans la Fnac en général, la Fnac ou dans les autres librairies, j'essaye de faire en sorte de le mettre devant pour qu'il soit plus visible. Pour monter un peu la pile. C'est les bons. La nouvelle guerre des monnaies. Voilà, on appelait ça la nouvelle guerre des monnaies avec mon ami et professeur Christian de Boissieu, qui est pas là aujourd'hui, mais Christian de Boissieu, c'est mon professeur d'économie quand j'étais à Sciences Po. C'est lui qui m'a donné le goût de l'économie. Et on est devenus amis ensuite, et des dizaines d'années après, on a décidé ensemble d'écrire ce livre. Alors, comment je vis ça ? En fait, il y a une forme de paradoxe qui est bien connue, et je résumerai plutôt en faisant appel à mon expérience personnelle. Moi, ça fait 7 ans bientôt que je dirige cette belle institution qu'est la Monnaie de Paris. Et quand je suis arrivé il y a 7 ans à la tête de la Monnaie de Paris, tout le monde me disait « Mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas ? Le cash, c'est fini ». Je me souviens d'avoir appelé mon père pour lui annoncer, il est encore vivant, j'ai cette chance-là, que j'allais devenir président de la Monnaie de Paris, nommé par le président de la République. Il y a eu un grand blanc au téléphone, il m'a dit mais qu'est-ce que tu vas faire là ? Plus personne n'utilise le cash aujourd'hui. Et je trouve, au-delà de l'anecdote, c'était un peu l'état d'esprit. C'est-à-dire que j'ai un autre souvenir personnel, le premier interview que je fais, je crois que c'est un journaliste du Monde, dans le courant de l'année 2019, sur les résultats de la Monnaie de Paris. Au passage, je lui dis, comme de toute façon, parlant de la Monnaie de Paris, comme de toute façon, le cash ne va pas disparaître, et il m'interrompt, et il me dit, mais pourquoi vous me dites que le cash va pas disparaître ? Il est évident que le cash va disparaître, tout le monde le sait. Voilà. Et donc là, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un état d'esprit qui était assez particulier. Et puis j'ai commencé à creuser. J'ai écrit d'abord un premier papier avec un jeune collègue, et puis après on a écrit ce livre. Et en fait, je trouve que quelques années après, l'état d'esprit a changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai bien aimé ce que disait Éric Lacourrèges, on en parle souvent avec Philippe bien sûr, ce premier cercle, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'on voit bien que les moyens de paiement du quotidien sont complémentaires. Et je pense qu'on a compris aujourd'hui que la monnaie, au sens de monnaie fiduciaire, les billets et les pièces de monnaie, ça ne sert pas seulement à payer, mais c'est aussi une réserve de valeur. Donc c'est pas une espèce en voie de disparition. Ça n'est absolument pas une espèce en voie de disparition. Dans le merci du jeu de mots sur les espèces, dans le livre, on utilise une autre expression qui a été beaucoup reprise depuis, c'est le cash fait de la résistance. Et en fait, c'est la réalité, parce que les Français, les citoyens, d'ailleurs, on a publié ce matin même notre dernière étude avec l'IFOP sur l'attachement des Français aux espèces. L'attachement aux espèces est extrêmement fort. Et
Bien sûr, on les utilise moins pour payer au quotidien. C'est évident, ce serait une bêtise de le contredire. On voit bien qu'on utilise de plus en plus son téléphone portable, mais c'est aussi une autre forme de paradoxe, c'est que on les utilise moins pour payer au quotidien, mais pour autant, on veut que ça continue à exister. Parce que, d'abord, il y a un niveau de confiance qui est inébranlable. Les gens sentent que les espèces, même s'ils le formalisent pas comme un économiste le ferait, c'est de la monnaie publique, c'est de la monnaie de banque centrale, ça porte la signature de la présidente de la banque centrale, ou la marque de la République française pour les pièces de monnaie. Donc, il y a un niveau de confiance qui ne se dément pas. On est dans la dernière enquête à 95% de confiance pour les espèces, devant la carte bancaire qui est à 94%, je le dis. Donc attachement, confiance, mais quelle est votre stratégie pour redonner quand même du poids aux espèces dans les paiements ? Alors, moi, je vais être honnête, moi, je n'ai pas de stratégie pour redonner du poids aux espèces dans les paiements, parce que c'est pas mon rôle. Moi, je suis avant tout un industriel. Je fabrique des pièces de monnaie qui me sont demandées par l'État en France, avec d'ailleurs quelque chose d'intéressant. Alors, s'il y a une stratégie, elle peut être dans ce domaine-là. J'essaye de convaincre mon actionnaire et ma tutelle, qui est la Direction générale du Trésor, et la Banque de France qui s'est exprimée, qui fait les prévisions à court et à moyen terme, qu'en fait, il y a un réel besoin qui continue de s'exprimer. Mais ça, c'est ce que je peux dire moi. En fait, la demande d'espèces, elle vient pas de moi, elle vient des commerçants, elle vient des banques commerciales, même si, en général, les banques n'aiment pas trop manipuler des espèces. Et la réalité des choses, c'est que la demande, elle est toujours là. Elle est là pour les billets, c'est évident, mais elle est là aussi pour les pièces de monnaie. Vous savez, depuis 3 ans, la demande de pièces de monnaie de l'économie s'est stabilisée. Ça a baissé de 50% en 15 ans. Il y a 15 ans, on frappait 1,2 milliard de pièces par an, d'euros. Aujourd'hui, on est tombé à 500, 550. Depuis 3 ans, post-Covid, ça s'est stabilisé. Et donc, ça veut dire quelque chose sur le fait que je pense qu'on est arrivé à un stade maintenant où il y a une plus grande maturité. Les paiements en espèces cohabitent avec les paiements en carte bancaire et avec les nouveaux paiements qui arrivent aujourd'hui. Donc, si vous me posez, mais c'est une autre question, de la stratégie de la monnaie de Paris, c'est plutôt comment faire pour se développer en dehors de la demande domestique en France d'espèces. Et là, on va chercher la croissance là où elle est, c'est-à-dire pour les monnaies courantes dans le monde entier ou pour les monnaies de collection auprès de nouvelles cibles de clientèle. Mais c'est une autre histoire et on s'éloigne des paiements. Philippe Lolani, Mark Schwartz nous dit donc que la monnaie a encore un bel avenir. Est-ce que CB a aussi encore un bel avenir ? Oui, Eric, la Courrèges, mon régulateur préféré, a tout dit, quoi. Donc moi j'obéis. Déjà, voilà, Marc est là. Cercle de survie cash-carte. L'année dernière, on l'avait dit, première année 2024 où la carte est passée dans le cash, mais on fait pas la compétition. Ce qu'on dit, c'est que carte c'est 48%, 43% les espèces. Et après, il reste quelques pourcents. Et dans ces pourcents, il y a 5 à 6% de mobile, paiement mobile. Et en France, 93% des paiements mobiles, c'est la carte. Donc, voilà. Après, spécificité française, on se dit, il y a le chèque. Bon. Comme quoi, la complémentarité. Alors, mes membres bancaires, le chèque, ça fait je suis banquier, depuis 40 ans. Alors. On essaie de pressurer, mais tout ça pour dire que il y a 2 mots forts. Les évolutions dans le paiement, vous le savez bien, j'ai cité ce matin Sapin qui dit qu'il faut faire le sans contact en 2012. J'ai atteint le premier milliard, je suis arrivé en 2016 avec 600 millions de transactions et j'ai atteint le premier milliard en 2017. Et voilà. Donc là, c'est pareil, les substitutions de modèles, elles sont dans les habitudes et les usages. Et au-delà, et derrière habitude et usage, il y a confiance. Et donc le peuple français, qu'on le veuille ou pas, c'est pas le peuple suédois, c'est pas ceux qui avaient commencé à se mettre des puces dans et donc ils ont besoin de cash, ils ont besoin de cartes. La carte, ils en ont besoin parce que on l'a inventée. Je reviens à ce que je disais ce matin, c'est culturel. Voilà, les Indiens viennent de passer sur le digital, full digital, les Brésiliens, ok, mais c'est en Afrique, ça fait longtemps qu'ils sont passés au digital. Nous, c'est pas grave. Le tout, c'est que qu'on arrive à avoir la confiance dans des moyens de paiement au quotidien, complémentaires, et pour les usages qu'on utilise au quotidien dans notre territoire. Donc, je reprends la mission qui est confiée à CB, première ligne de défense des paiements français, puisqu'on est le premier vecteur, le premier support de paiement au quotidien. Et avec Marc, plus le paiement mobile. Et, deuxième mot très important, la complémentarité avec le deuxième cercle.
Wero, les wallets, et d'ailleurs c'est déjà plus Wero, c'est Wero, Europa, puisqu'on voit poindre l'Europe dans le deuxième défi. Le troisième cercle étant celui que le régulateur est en train de dessiner, qui est l'euro numérique. Voilà. Donc CB est très bien là-dedans. Je reviendrai sur ses objectifs. CB a déjà, et je l'ai dit ce matin et je le répète cet après-midi, les objectifs prévus pour 2026 seront tenus et les objectifs indiqués dans le CNMP 2030, CB a même affiché déjà où on serait en 2030. On sera à 100 millions de cartes, 1000 milliards d'euros traités et 20 milliards de transactions. Là, aujourd'hui, on a 80 millions de cartes. Il faut passer à 100. Il en a parlé. Co-badging préconisé, favorisé, parce que ça conserve du PIB, ça fait de la bonne sécurité et c'est un modèle qui est le meilleur des deux mondes. CB Visa, CB Master, mais pas sans CB, il y a une perte de PIB, il y a une perte de souveraineté, donc c'est dans la route, c'est au CNMP, c'est au régulateur de suivre cette feuille de route. Eric a dit qu'il la suivrait, donc ça c'est le premier sujet. Et deuxièmement, deuxième activité, intégrer très vite WIROP, donc cet objectif il est rentré déjà l'année prochaine, WIROP arrivera dans ce que j'appelle les XP. Et troisième, on n'a pas assez appuyé, mais c'est pour ça que je vais compléter le débat d'Éric, et de toute façon, il va me le donner comme priorité dans pas longtemps, je l'ai dit ce matin, la résilience. La résilience, parce que toute la matinée a montré que, je vous le répète, nous sommes en guerre économique, territoriale, sociale, etc. Donc, il faut qu'on puisse tenir. Et en France, nous ne pourrons pas tenir la résilience sans carte cash. Parce que le online, quand on est attaqué, il tombe. Donc, voilà. On va développer effectivement dans quelques instants la résilience. Ludovic Francesconi, voilà, on va vous passer un micro. Vous êtes responsable du développement de Wero, donc c'est le portefeuille électronique européen qui fête son premier anniversaire. Combien d'utilisateurs aujourd'hui ? 46 millions. 46 millions. Alors, est-ce qu'on se refait peut-être déjà un point sur Wero ? Quels sont les usages actuels ? À qui s'adresse-t-il ? Peut-être en quelques mots ? Oui, bonjour à tous, et donc ravi d'être ici avec vous. Merci de l'invitation à CB. Et donc, oui, Wero aujourd'hui, ça fait un peu plus d'un an, effectivement, qu'on a été lancé sur 3 marchés, donc France, Allemagne, Belgique. Aujourd'hui, c'est du P2P, hein, donc on n'est pas encore sur le paiement aux commerçants. On vient juste de lancer le e-commerce en Allemagne, je pourrais en reparler tout à l'heure. Et effectivement, on a pris le relais de Paylib en France, donc transfert d'argent entre particuliers. Je pense qu'on peut dire que CB n'est pas présent sur ce créneau. Donc aujourd'hui, le principal moyen de paiement utilisé pour les transferts d'argent entre particuliers, c'est le cash. Par rapport aux solutions numériques qui permettent de faire ça, Wero est déjà la première solution numérique en France, grâce justement à ce relais qu'on a eu de Paylib. C'est aussi le cas en Belgique. C'est pas encore le cas en Allemagne, on est un peu plus en retrait, on a un challenge plus important en Allemagne parce qu'on part de plus loin, mais donc effectivement 45 millions d'utilisateurs, on a déjà plus de 80%, en France 85% de couverture des utilisateurs qui peuvent déjà utiliser Wero. On est en train de développer davantage pour faire en sorte que toutes les banques soient à bord. Il nous en manque encore quelques-unes, notamment en France. Toutes les banques proposent Wero à leurs clients. Et en fait, le P2P, c'est très très important parce que non seulement c'est un cas d'usage de tous les jours, où je peux envoyer de l'argent simplement avec un numéro de mobile, avec un email, avec un QR code, ou demander de l'argent à mes proches, à mes collègues, etc., pour tout un tas de cas d'usage. Donc en tant que tel, c'est un cas d'usage important. Mais c'est aussi une rampe de lancement pour l'adoption de Wero en tant que solution de paiement, en tant que wallet de paiement, pour ensuite l'étendre aux paiements aux commerçants, à commencer par les paiements en ligne, par le e-commerce, et ensuite les paiements en magasin qui arriveront à partir de l'année prochaine. Et effectivement, comme je rebondis sur ce qu'a dit Philippe ce matin, et là, et ce qu'a dit aussi Eric Lacourrège, à partir de l'année prochaine, on aura aussi dans le wallet Wero l'intégration des cartes bancaires. Et ça, c'est très très important aussi pour l'adoption, pour faire en sorte que Wero soit considéré comme un véritable wallet, au sens où aujourd'hui, et ça, peut-être on y reviendra tout à l'heure, mais aujourd'hui, ce que voit de plus en plus l'utilisateur dans le monde numérique dans lequel on est,
de plus en plus, c'est l'interface utilisateur qui va utiliser. Donc c'est le wallet. Et en fait, le moyen de paiement, il devient un petit peu transparent derrière tout ça, et il est caché. Et donc, si on ne maîtrise pas cette couche de wallet, de portefeuille numérique, eh ben, on va perdre progressivement l'influence sur le marché et la relation avec le client. Est-ce que votre zone géographique va également s'étendre de couverture? Oui, tout à fait. Donc, à partir de l'année prochaine, on va également avoir les Pays-Bas et le Luxembourg. Donc, on aura 5 marchés à partir de 2026. Pays-Bas, en fait, on a acquis la solution principale en e-commerce qui s'appelle iDeal, qui appartenait aux banques néerlandaises. Et donc, elle a été intégrée dans le giron de pays et Wero. Et donc, elle sera migrée à partir de mi-2026 jusqu'à fin 2027, où donc, elle sera complètement remplacée par Wero. Et la même chose au Luxembourg, on a Payconiq qui sera migré de la même manière qu'en Belgique. Payconiq sera aussi migré au Luxembourg l'année prochaine. Voilà. Et puis, on a d'autres expansions qui sont à venir. Voilà. Donc en ça, vous incarnez finalement une réponse stratégique européenne face à tous les géants non européens du paiement? Oui, c'est vrai que j'aurais pu commencer par ça. C'est un peu notre raison d'être à la base. Hein. C'est pour ça en termes de positionnement stratégique. C'est pour ça que les banques comme BPCE, mais un grand nombre de banques européennes ont décidé de lancer l'initiative EPI en 2020. C'est vraiment pour renforcer la souveraineté, pour diminuer la fragmentation dans les paiements, tout ça afin de mieux pouvoir concurrencer les solutions non européennes qui prennent de plus en plus d'importance. Alors, on parle tout le temps des scheme cards, évidemment, Visa, Mastercard, mais de plus en plus aussi les wallets, Apple Wallet, Google Wallet, Samsung Wallet, qui prennent, comme j'ai dit tout à l'heure, une place prépondérante dans la vie quotidienne des Français. Et donc, c'est vraiment la mission de Wero d'apporter cette brique de souveraineté, cette fois-ci au niveau européen. Voilà. Donc Wero et CB, c'est complémentaire, hein, c'est ça, Philippe? C'est complémentaire et pas concurrentiel. Totalement, on l'affirme. Voilà. C'est marrant, pas seulement chez les Gaulois, mais chez les Européens. Dès qu'il y a des trucs, on essaie de mettre les uns contre les autres. Non, c'est avec. Et Éric Lacourège l'a très très bien écrit. Alors après, il y a le système entre les banques privées et les pouvoirs publics sur l'euro numérique, c'est le troisième cercle, mais tout est complémentaire. Et de toute façon, qu'on soit bien clair, et les commerçants le savent, c'est le client qui choisit. Donc, voilà. En France, on a un modèle de consommation du paiement qui n'est pas celui, je disais, des pays du Nord et tout. En Italie, où je suis allé, ou en Belgique, c'est différent. Donc, vouloir forcer les usages au quotidien ou accélérer les transformations, très compliqué, très, très compliqué. Frédéric Burtz, bonjour. Vous avez une double casquette, vous, à la fois responsable du paiement chez BPCE et président de STET, qui est un opérateur industriel du paiement. Déjà, quel est le contexte en ce moment industriel du paiement en France et en Europe? Bonjour à toutes et tous. Ouais. Peut-être parler pour STET. Donc, tu l'as dit, Philippe. Alors, c'est très impressionnant d'être au milieu, parce qu'en général, c'est Philippe, mais bon, là, il est sympa aujourd'hui, il me laisse la place. Donc, chez STET, c'est une société qui fonctionne dans le système interbancaire français. Hein, donc, je parle au titre de tous nos collègues bancaires. On a embrassé les transformations de CB, et si ça vous ennuie pas, je vais revenir sur comment je les vois là-dessus. Hein, Philippe, tu n'hésites pas à me compléter. La première, c'est le sujet de la digitalisation. Et donc, c'était tout le programme de Dynamique CB 2026 qui a permis, je pense, de reprendre les parts de marché qui avaient été perdues, parce que ça reste une bataille d'innovation. Et cette innovation-là, du fait des tentatives de construction de schémas européens avortés, avait fait que CB s'était pas focalisé sur l'innovation. Et malheureusement, tout ce qu'on appelle les XP, et notamment les paiements depuis les mobiles, et en particulier depuis les machines Apple, elles se faisaient avec un ICS.
Donc c'était voilà. Et je pense que ce programme, Philippe, hein, et je pense que tout le mérite t'en revient. Et je peux le dire très humblement. Là, ça marche quoi. Le truc, il a marché. Les parts de marché remontent. Ils sont tous au rendez-vous. Juste, je rebondis parce que c'est une des grandes banques françaises. Voilà, BPCE revient en XPECO badging. Je vous l'ai dit ce matin, toutes les banques, parce qu'il y en a qui étaient sceptiques au début, quand on a lancé, et je vous ai dit, voilà, fin de cette année, au 1er mois de janvier, il y a un dernier établissement, mais toutes les banques françaises ont fait ce qu'elles avaient dit. Elles sont revenues sur CB. Ça veut dire la part naturelle de CB qui a environ 80% de part de marché. Ça veut dire qu'on a déjà doublé avant l'arrivée des deux établissements qui ont basculé hier, là, qui commencent à basculer hier. On a déjà 100% de croissance. Je vous l'ai dit ce matin. Donc l'administrateur, il est heureux. Les membres sont heureux. Les commerçants vont être heureux parce que ça avait été une alerte des commerçants aussi, la perte de pouvoir de marché de CB sur la partie mobile, qui s'expliquait, comme l'a dit par Frédéric, par le retard à l'allumage, parce qu'on croyait tous, et les banques françaises et CB aussi, voulaient tous qu'il y ait un EPI carte aussi, mais bon, il y a eu des trahisons européennes, on pourrait revenir ce matin, mais non, mais c'était tout ce qui a été exprimé ce matin. Et donc, on a su réagir, voilà, et le plan sera fait, il sera fait, y compris l'année prochaine, avec Stet en particulier, dont Frédéric était président, et je lui repasse la parole, sur la partie tokenisation et click-to-pay, c'est-à-dire que les offres, les futures offres de digital, de click-to-pay et la tokenisation, CB Stet, parce qu'on est, voilà, on a les deux mamelles de survie avec Marc et on est la deux mamelles de l'interbancarité française avec Fred. Et c'est ça, c'est une plateforme, et la plateforme CB Stet souveraine va faire des tokens souverains en co-badging. Et là, je dirais que c'est pour ça que l'administrateur est pas inquiet à 2030 si on récupère les 20 à 30 millions de cartes qui sont pas co-badgées, mais ça va se faire tranquillement. Donc c'est cette vision d'un scheme CB vraiment super fort. Et d'ailleurs, quand on a les conversations sur l'euro numérique, les gens ils disent le problème il n'est pas en France. En France, on a une structure super souveraine et par ailleurs elle n'est pas souveraine à l'économie, elle est souveraine et en plus elle est innovante. Donc on a vraiment un truc. Dieu sait si je peux être critique parce que c'est ma nature, mais franchement, il faut se féliciter de ça. Donc après, moi, ce que je vois, et Marc, c'est vraisemblablement une bonne nouvelle, c'est que le taux de la croissance, Philippe, tu l'as dit, il y a de plus en plus de cartes, etc. Mais moi, ce que je vois, c'est que l'accélération de la croissance des usages, c'est plutôt une décélération des usages, c'est-à-dire que post-Covid, on a cru presque à 2 chiffres, etc. Là, on est plutôt sur des schémas, on est passé à 4-5, et puis je lisais là, une grande banque concurrente qui vient de publier son plan stratégique, qui sont à 3,5 sur les 3 années qui viennent. Donc on voit aussi que cette part de conquête de la carte sur le cash, il avance moins vite, même si les usages deviennent holistiques. Maintenant, tout le monde est sur les cartes. Et je pense qu'il y a une autre réussite de CB qui est d'avoir convaincu les titres restaurants dématérialisés de co-badger. Et ça, c'est vraiment super. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont à l'actif de CB. Tu veux toucher un mot, Marc, sur et ensuite Wero, on l'a embrassé dès le départ, spécialement dans mon groupe bancaire, puisque dès septembre, c'était il y a 14 mois maintenant, on a basculé. Donc évidemment, on est à fond derrière. Voilà, et donc on continue à faire ça. Donc je pense que Wero, il a un gros bénéfice, c'est le fait de pouvoir faire des. Pourquoi est-ce qu'on a co-badgé les cartes? C'est parce que CB était accepté qu'en France. Si ça avait été accepté partout dans le monde, on n'aurait pas co-badgé. Donc si on arrive à faire en sorte que les paiements internationaux ils se fassent via Wero plutôt que via un ICS, c'est bénéfice pour tout le monde. Et le dernier point que je voudrais souligner, et moi je pense que la bataille elle est là aujourd'hui, et tu l'as dit Ludovic, c'est les wallets. Quand nos collègues allemands dans Wero ils voient le monde, ils nous parlent que de la domination de PayPal
en Allemagne. C'est leur grosse préoccupation. Nous, en tant que tous les banquiers qui sont dans la salle, ils voient comment, quand on paye avec un téléphone, en fait, on va nourrir la Californie. Ça, c'est un vrai sujet. Donc moi, je pense que ce sujet du wallet, c'est vraiment le point sur lequel Le vrai sujet de il y souveraineté. a un vrai sujet de souveraineté à cet endroit-là. Donc voilà ma vision de ce qui est en train de se passer. Marc Schwartz, vous vouliez réagir, hein. Oui, on reviendra, je pense, sur le dernier point qui a été abordé par Frédéric, qui me paraît absolument essentiel, hein, la question de la souveraineté. Au regard de ce qui se passe du côté des stablecoins aujourd'hui, je pense que c'est un enjeu majeur, mais vous en parlerez peut-être tout à l'heure. Non, moi je voulais juste revenir un instant sur le débat sur la complémentarité des moyens de paiement et sur le cash, sur les chiffres qui ont été donnés à l'instant, sur les prévisions. On ne peut pas bien comprendre l'importance des espèces et l'importance du cash si on ne se souvient pas que le cash, ça n'est pas simplement un moyen de paiement. On se focalise là-dessus. La carte bleue qui passe pour la première fois devant le cash en France, c'est historique. C'est pas le cas dans la zone euro, mais peu importe. Mais on peut pas comprendre le rôle du cash si on n'a pas en tête le fait que la monnaie, au sens de monnaie fiduciaire, a plusieurs rôles, et notamment le rôle de réserve de valeur. On se souvient de nos cours d'économie. La monnaie, c'est une unité de compte, un moyen de paiement, une réserve de valeur. Et aujourd'hui, d'après les statistiques de la Banque de France, il y a à peu près 20-30% des billets émis par la Banque de France qui servent vraiment au paiement. Le reste, c'est de la thésaurisation en France, dans la zone euro et dans le reste de la zone euro. Et ce qu'on sait par ailleurs, et ça c'est démontré de plus en plus, c'est que dans les périodes de crise, les périodes d'incertitude, les périodes de tension géopolitique, la demande d'argent liquide augmente. Un peu comme l'or finalement, c'est une sorte de valeur refuge. Vous avez sans doute vu, parce que vous suivez de près cette actualité, l'étude qui a été publiée il y a quelques semaines par la Banque Centrale Européenne, avec ce très joli titre en anglais, c'était un petit clin d'œil au Keep Cash and Carry On de la Seconde Guerre mondiale en Angleterre, c'est Keep Calm and Carry On, et l'étude s'appelle Keep Calm and Carry Cash. Et l'étude de la Banque Centrale Européenne a montré de manière très scientifique que dans différentes occurrences de crises récentes, ils ont pris l'exemple de le Covid, ils ont pris l'exemple de la grande panne électrique en Espagne et au Portugal au début de cette année, ils ont pris l'exemple de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Dans toutes ces occurrences, la demande de cash a explosé. J'étais il y a 15 jours en Pologne pour une conférence sur le futur du cash, justement The Future of Cash. La Banque centrale polonaise nous disait que dans les jours qui ont suivi l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les retraits d'espèces de billets aux distributeurs ont été multipliés par 17. Par 17. C'est un bank run, ça. Comment ? C'est un bank run, ça. C'est exactement, j'ai tout un truc là-dessus, j'ai même des photos à montrer, mais j'ai pas apporté. C'est absolument un bank run. Quand il y a eu la grande panne ibérique, de Iberian Blackout, comme on dit en anglais, le jour où il y a eu la panne, donc tout s'est arrêté. On ne pouvait payer plus qu'en cash. Vous pouviez même pas aller au distributeur parce qu'il n'y avait plus d'électricité. Donc ceux qui avaient plus de cash sur eux ne pouvaient plus rien faire. Ce jour-là, la demande d'espèces, c'est-à-dire les retraits aux distributeurs dans toutes les zones qui n'étaient pas touchées par le blackout, par la panne, ont augmenté, les retraits ont augmenté de 60%. Et d'ailleurs, est-ce que vous préparez à ce cas de figure si une telle panne s'avère en Alors, France ? c'est une question qui s'adresse plutôt à la Banque de France, mais la réponse est oui. En tout cas, en termes d'espèces, il y a des stocks qui sont mesurés en mois de sortie. Et on a toute confiance dans la capacité de la Banque de France. Les stocks sont répartis. On en a nous-mêmes chez nous, parce que nous faisons les pièces de monnaie, la Banque de France fait les billets. On en a nous-mêmes dans notre usine de Pessac. La Banque de France en a dans ses différentes succursales. Il y en a moins maintenant, mais elle couvre tout le territoire. Et puis la Banque de France, dit-on, aurait un stock stratégique qui est une réserve secrète dont personne n'est censé savoir où elle se trouve. J'ai déjà visité, donc je vous dirai pas où ça se trouve. Je vais compléter le propos de Marc, puisque la question, c'est pour ça que je parlais de résilience, et ça va être la première priorité, je pense, qui va être ajoutée au plan qu'on va tous travailler ensemble là, dans l'écosystème sur la résilience. Et donc, Marc nous rassure, et pour avoir été un de ceux qui étaient dans la mission Simon Cressel pour la mise en œuvre de l'euro fiduciaire
il y a 20 ans, sur la chaîne de fabrication, stockage, on avait même stocké à l'époque sur les bases de défense à Évreux ou ailleurs, soyez rassurés, il y a ce qu'il faut. Il faut juste que ça marche, et pas comme les le masques. problème, c'est que s'il y a grosse panne électrique ou grosse panne télécom, ou les deux à la fois, sur attaque cyber ou sur défaillance des systèmes, c'est là qu'on met en œuvre le thème de gestion de la résilience. Et c'est là où notre écosystème, et c'est un appel à toute la salle, CB, par nature, est un agrégateur de l'écosystème, et donc on s'est mis tous au boulot là-dessus. Au boulot là-dessus, ça veut dire que déjà, il faut pas que les systèmes, que déjà tout ce qui peut fonctionner continue à fonctionner. Donc ça, c'est avec la STED dans les infras. Sur le online, on voit très bien que s'il y a une énorme attaque, tout tombe. On a regardé donc à la limite entre online et offline le sans contact. Votre sans contact ne marchera plus en sans contact, mais si vous avez votre carte physique, vous la réintroduisez devant votre petit TPE, et à ce moment-là se pose le problème. Et le TPE, comment il est alimenté, combien de transactions il peut capter avant. Donc là, il y a des règles qu'on appelle le offline qui permet, si on l'organise, peut-être de tenir 2 jours, 3 jours le boucher, là où il a 100 transactions stockées, on peut peut-être lui dire, la machine pourra stocker 350 transactions, 400, ce qui permet de tenir. Et c'est là où il faut qu'ensemble l'écosystème travaille pour voir 2, 3 jours. Voilà. Derrière tout ça, il faut le travailler avec les industriels et il faut le travailler avec les commerçants. Puisqu'aujourd'hui, si on veut du cash, si on va dans les guichets des agences bancaires, premièrement, elles ne sont pas ouvertes tout le temps. Deuxièmement, là, il faut que ça soit alimenté. Il y a des retraits quand même d'agences notables sur notre territoire. Et les commerçants sont très importants à 2 niveaux. Dans les galeries marchandes, beaucoup de gens vont chercher l'argent aujourd'hui plus dans les banques, des banques, ils vont les chercher aussi dans les guichets. Et par exemple, avec des grands distributeurs, CB a déjà travaillé pour que on regarde qu'il y ait des générateurs pétrole, excusez-moi pour les RSE, mais qui permettent de tenir là encore et qui est de continuité d'activité. Dernier sujet, on peut encore travailler sur le offline tous ensemble pour débrayer certaines règles. Alors, le français toujours puriste dit « Ouais, mais Philippe, si tu débrayes, il y aura un peu plus de fraude et tout. » Bon, ceux qui ont vécu, moi j'étais en Espagne et Marc l'évoque, quand il y a une vraie crise, les gens sont bloqués dans les ascenseurs, les trucs. Bon, le tout, c'est qu'il n'y ait pas la panique et qu'on puisse, pendant 1, 2, 3 jours. Et donc, pour revenir au CNMP, on est en train de travailler ce plan. Et last but not least, je suis allé en Polynésie, pas que pour voir un pays magnifique et des gens magnifiques, j'y suis allé parce que CB doit être la première ligne de défense de la territorialité des paiements français. Notre territorialité, elle est aussi dans nos dom-pom. Et eux, ils savent gérer des crises. Pourquoi ? Parce qu'ils ont eu des crises climatiques en Nouvelle-Calédonie, des crises sociales en Nouvelle-Calédonie, par exemple, où pendant 15 jours, ils ont été arrêtés. Et donc, ces acteurs-là, il faut ici y penser dans notre scénario, et eux demandent ces scénarios de résilience. Dernier élément de la résilience avec le commerce, et j'y tiens beaucoup, je veux qu'on affiche aujourd'hui que CB, en 2026, avec 2 grandes banques pilotes, mais les autres vont y venir, va faire le service CB retrait en magasin avec les commerçants. Donc là, c'est un service bancaire, les banquiers verront avec leurs commerçants, mais ça aussi, en cas de crise. Parce que c'est pas, je répète ce qui se dit souvent, arrêtons de dire, on sait pas quand elle va arriver, mais elle va arriver, la crise. Par une attaque, elle va arriver. Et donc, l'idée, c'est à ce moment-là, là où il y a plus d'agences bancaires, dans un village, s'il y a des commerçants et qu'il y a un contrat de service CB retrait en magasin, on est bien dans l'objectif de résilience, d'inclusion territoriale et de résilience, de pas de panique. Et donc, c'est tous ensemble. Pourquoi je m'attarde là-dessus, c'est que ce scénario, il faut qu'on le... Mais où on est rassuré, c'est que la fabrication, stockage, billets, machin, bon, après, il faudra... On discute aussi avec les grands transporteurs, parce que ce scénario, les grands transporteurs, ils ont fait des scénarios, mais il faudra alimenter. Donc je suis rassurant, mais il faut travailler encore pendant 1 ou 2 ans dessus, et je pense que dans le CNMP, sous l'égide d'Éric Dacourège et des équipes de la Banque de France, il y aura publication d'un plan, à la fois, on doit tenir 2, 3, c'est pas à moi de le dire, je sais pas, 2, 3 jours, et après un plan aussi de gestion de crise, ça on s'y exerce tous régulièrement, mais voilà, je suis à la fois optimiste, mais avec du travail, il reste des choses à faire. Si je puis me permettre, la meilleure façon de tenir 2-3 jours, c'est d'avoir du cash à la maison. D'ailleurs, ce qui est préconisé. D'ailleurs, c'est exactement ce que la Banque Centrale Européenne préconise.
dans ce fameux rapport auquel je faisais allusion, c'est la première fois qu'elle dit ça. Hein. Il y a déjà plusieurs pays en Europe, il y a les Pays-Bas, il y a la Finlande, il y a un troisième pays scandinave aussi, qui recommandent à leurs citoyens d'avoir entre 70 et 100 euros par personne et par jour. Parce que ce sont des pays frontaliers de la Russie qui se sentent peut-être plus menacés que nous aujourd'hui. Mais c'est une recommandation. Non, mais vous avez entièrement raison, notamment en termes de risque de cyberattaque venant de la Russie. Pays-Bas, c'est un peu différent. Pays-Bas, c'est un pays qui s'est beaucoup éloigné du cash. Si vous avez été récemment à Amsterdam, payer en cash à Amsterdam, c'est comme payer en cash à Londres, ça devient vraiment un exploit. Et donc, il peut y avoir des raisons différentes. Et c'est la première fois, à ma connaissance, que la Banque Centrale Européenne dit les choses aussi clairement. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce petit article qui est publié dans la bulletin économique de la Banque Centrale Européenne, qu'en général personne ne lit, sans aucune offense, a fait la une du journal de 20 heures, la une du journal de 13 heures, la une de tous les journaux, et ils ne s'attendaient, les auteurs, absolument pas à ça. Voilà. Alors, je voudrais qu'on parle maintenant de la création ou non de l'euro numérique. Est-ce que ça va voir le jour? Est-ce que ça serait la meilleure façon peut-être de concurrencer le dollar via les stablecoins? Comment vous voyez les choses, les uns et les autres? Qui veut réagir en premier? Allez-y. Ludovic Fonck. Oui, alors c'est une grande question, effectivement. Je ne suis pas forcément le mieux placé pour vous dire si le Parlement européen, dans sa grande sagesse, va voter en faveur de l'euro numérique l'année prochaine, parce qu'il y a maintenant une session parlementaire qui est prévue en mai 2026 pour ce vote. Après, nous, côté Wero, EPI, notre position elle est claire. Avant de venir à notre position, je voulais juste peut-être rappeler, me dire un peu ma surprise par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. Donc, Marc Schwartz, vous avez dit que les espèces n'allaient pas disparaître. Et à chaque fois que j'entends la Banque Centrale Européenne parler dans des conférences ou prendre la parole, c'est pour dire on crée l'euro numérique justement parce que les espèces vont disparaître. Et donc, on veut créer une version numérique des espèces parce que demain, il n'y aura plus d'espèces, il n'y aura plus rien, etc. Donc, il faut absolument qu'on ait une version numérique des espèces dans les téléphones pour les usages de tous les jours. Donc nous, notre position là-dessus, on l'a exprimé, on a fait une lettre ouverte il y a 2-3 semaines qui est conjointe avec l'ensemble de nos actionnaires bancaires, où on a exprimé effectivement notre position qui est de dire, si je schématise... Vous êtes contre? Alors c'est pas qu'on est contre, parce que quelque part la concurrence, vous dites schématiser, la concurrence a du bon, mais ce qu'on dit c'est que on doute beaucoup de l'utilité, et notamment de l'utilité d'un euro numérique en ligne, c'est-à-dire online, effectivement sur les usages hors ligne, comme l'a mentionné par Philippe. En France, c'est vrai que ça en a une particularité, c'est que la carte bancaire peut fonctionner offline, mais c'est très particulier. Je pense qu'il n'y a pas d'autres pays en Europe où ça existe. C'est vrai que sur les usages hors ligne, ça peut avoir un intérêt. Quoique, on peut aussi questionner la chose, puisque à partir du moment où on se base sur un téléphone mobile, qu'on veut stocker des espèces dans un téléphone mobile, stocker une valeur en euros numériques dans un téléphone mobile, si on a une coupure d'électricité, qu'on ne peut pas charger son téléphone, le téléphone, il a une batterie qui va durer ce qu'elle va durer, donc grosso modo à peu près 24 heures. Et donc, même si on a des euros numériques dans son téléphone, au bout d'un moment, on ne pourra plus non plus les utiliser pour payer. Et donc, là aussi, il faut voir dans quelle mesure ça a du sens ou pas. Mais voilà, donc on questionne, beaucoup l'utilité. 2, par rapport à ça, on questionne aussi énormément le coût que ça va avoir pour l'ensemble de l'écosystème. Donc pour les banques, il y a eu des études. Alors, les banques ont fait une étude, la Banque Centrale Européenne a contredit, a refait sa propre étude, mais grosso modo, ça va coûter plusieurs milliards d'euros aux banques, puisqu'elles vont devoir distribuer cet euro numérique, banque commerciale, à l'ensemble du marché, aux clients, créer des nouveaux comptes en euro numérique en monnaie centrale, gérer ses comptes, etc., etc., tous les mécanismes de virement entre les comptes bancaires et les comptes en euros numériques, etc., etc. Bon, je passe là-dessus. Donc le coût pour les banques, le coût pour les commerçants, qui n'est pas vraiment
évalué aujourd'hui, en fait, précisément. Le coût aussi pour la Banque centrale européenne, pour les banques centrales, parce que c'est quand même les impôts des citoyens qui vont payer tout ça. Donc vous n'y voyez que des désavantages. Et pour une utilité qui n'est pas prouvée. Voilà. Donc c'est quand même très questionnable. Et puis en plus, juste dernier élément, on parle de souveraineté aujourd'hui. On a un besoin aujourd'hui de répondre à ces questions de souveraineté qui est immédiat. Et l'euro numérique, c'est il répond pas selon vous. Au mieux 2029. On parle d'un pilote en 2027, mais ça paraît très ambitieux déjà. Au mieux 2029. Et donc, ça viendra quand même assez tard aussi, donc en termes de time to market. Votre point de vue? Juste un point. Moi, j'ai jamais entendu la Banque centrale européenne dire que les espèces allaient disparaître. J'entends la Banque centrale européenne dire plutôt le contraire. Vous regardez toutes les déclarations officielles de la présidente de la Banque centrale européenne. Vous regardez la stratégie, la BCE a une stratégie à horizon 2030. Tu peux pas contredire le fait que la Banque centrale, elle estime que la nécessité de l'euro numérique, c'est qu'il y a une baisse de la monnaie de banque centrale. Alors, les usages. Je vais y venir. Ils le défendent de manière très très. Non, mais je vais y venir. Non, mais je réponds à ce qui a été dit tout à l'heure sur la disparition des espèces. Et quand on regarde vous regardez la stratégie 2030 des paiements de la BCE, elle dit explicitement qu'elle pense que les espèces vont toujours être là. Et si la BCE publie l'article qu'elle a publié il y a quelques années, il y a quelques semaines, et que j'évoquais tout à l'heure, c'est bien aussi pour réaffirmer le rôle des espèces et du cash comme valeur refuge en période de crise. Alors, je viens maintenant. Et là, comme le disait Philippe, d'accord, c'est pas nous qui décidons, c'est ni les banques commerciales, ni les fabricants de billets ou de pièces, ce sont les Français, ce sont les citoyens, ce sont les consommateurs qui disent ça, avec leurs actes dans les modalités de paiement, mais également quand on les interroge par l'intermédiaire de sondages. Alors, sur l'euro numérique, c'est quelque chose de différent. La Banque centrale européenne dit, en effet, il faut qu'on ait un euro numérique, notamment parce qu'il faut garder une monnaie banque centrale, particulièrement dans les pays dans lesquels il y a une baisse importante de l'usage des espèces. Et ça, c'est tout à fait vrai. C'est ce qu'elle dit. Mais elle ne dit pas que les espèces vont disparaître. Et sur l'euro numérique, c'est un sujet qui est assez compliqué. On sait bien que les banques commerciales n'aiment pas trop le numéro numérique pour toute une série de raisons. Certaines ont été rappelées à l'instant. Et là où je vous rejoins, en revanche, c'est que c'est vrai qu'on est dans un monde dans lequel on peut pas dire qu'il y a une insuffisance de moyens de paiement. Et d'ailleurs, pour les Français, avoir dans leur téléphone portable une application, finalement que ce soit de l'euro numérique, c'est-à-dire de la monnaie banque centrale, ou un compte bancaire privé via CB ou via une autre application, ils voient pas tellement la différence. Donc là où je vous rejoins, c'est que là, ce que les économistes appellent le cas d'usage, le use case, n'est pas démontré aujourd'hui, tout simplement parce qu'on a pléthore de moyens de paiement qui fonctionnent très bien grâce à ce que vous faites les uns et les autres. Les Anglais qui sont jamais à l'abri d'une formule un peu humoristique, la Chambre des Lords il y a quelques années avait fait faire un rapport sur la livre digitale et le titre du rapport c'était a solution still looking for a problem. Voilà. Et je trouve que c'était très bien résumé. Donc ça, c'est vrai. Néanmoins, moi, bon, c'est pas à moi de le défendre. Je suis pas banquier central, mais je trouve qu'il y a quelque chose de très important qu'il faut rappeler, c'est que la monnaie banque centrale, dans un système monétaire et un système financier, c'est très important. Parce que c'est l'encre de stabilité. C'est le facteur de stabilité, la liquidité banque centrale, que ce soit pour les banques commerciales en cas de crise, on le voit, elles se précipitent pour alimenter au guichet de la Banque centrale leur propre liquidité, mais les citoyens, je l'ai montré tout à l'heure, je l'ai rappelé, font exactement la même chose. Donc dans une hypothèse où en effet le cash pourrait continuer à diminuer en termes de moyens de paiement, l'accès à de la monnaie banque centrale pourrait ne plus exister ou exister de manière insuffisante pour assurer les acteurs. Et c'est la raison faudrait augmenter l'offre de cash. Comment ? Faudrait augmenter l'offre de cash. Non mais ça, c'est les citoyens qui décident. Donc ça, on peut pas intervenir là-dessus. Et c'est la raison pour laquelle, sur le sujet de l'euro numérique, moi je vous le dis, j'ai un peu changé d'avis parce que au début, je me disais, mais finalement, l'euro numérique, c'est de la monnaie banque centrale numérique. Donc ça va venir en concurrence de la monnaie banque centrale physique que nous, on fabrique. Mais je trouve que dans la nécessité de préserver de la monnaie banque centrale accessible,
aux particuliers. C'est ça le sujet. La monnaie banque centrale accessible aux banques commerciales, ça s'appelle les réserves obligatoires ou les réserves supplémentaires. Ça existe. Mais pour les particuliers, c'est la seule chose. Donc je pense que c'est quelque chose qui est utile et sur lequel il faut qu'on continue à travailler. Frédéric Burtz. Ouais, merci. Alors, plusieurs éléments. C'est dur de parler de ce sujet parce qu'il y a plein de décisions et puis si on dit des choses, ça va être retenu contre nous. Mais donc je vais vous dire les préoccupations que nous avons formulées. La principale qu'on a, c'est les dépôts, qui sont nos ressources. Et en tant que banquier, c'est une véritable préoccupation, très très importante. Et je pense que c'est la première préoccupation. Et on a construit un système depuis, on va dire, la fin de la Seconde Guerre mondiale qui est fondé sur de la monnaie commerciale. S'il y a un changement, il faut voir l'impact que ça va avoir sur les banques. Il y a des études alarmistes là-dessus. Moi, je ne veux pas hurler. Je ne les connais pas, donc je vais pas le dire. Mais en tout cas, c'est significatif. Même avec une limite de détention à 3 000 €, ça peut faire des impacts sur les ressources des banques très importantes. Après, on a le coût d'implémentation, évidemment, qui est très important. Et puis, il faut le faire marcher, parce que c'est pas à moi qui suis à la fois le président de la STET et qui dirige les paiements chez BPCE, qu'on va me dire que c'est facile de monter un scheme, un système de gestion de compte, etc., et de le faire marcher en 5 ans. Good luck pour celui qui va mettre sa tête sur le billot sur ce dispositif, quoi. Donc ça, non, c'est pas moi. Et je sais pas si je le ferais, très honnêtement. En tout cas, j'achèterais un corset et un protège-cou. Donc voilà. Donc moi, c'est ce que je peux dire. Nous, on était très honnêtement, on avait beaucoup plaidé pour le développement d'un euro numérique de wholesale, d'échange. Marc, tu as commencé à parler du sujet tout à l'heure, sur les stable coins. Et on pense que c'est un peu le sujet qui est dans l'angle mort du rétroviseur. Et moi, je pense qu'on n'est pas à l'abri d'avoir des stable coins en euros qui soient en fait émis par des Américains, ce qui serait quand même un comble, parce qu'on a loupé la cible. Donc je pense que c'est aussi, quand on parle avec les banquiers centraux, c'est vraiment leur préoccupation. Je pense qu'il faut qu'on commence à regarder ce sujet. Quand on voit les échanges donc avec les systèmes de place, on a besoin de wholesale. On a quand même de la blockchain qui a une efficacité technologique très importante, qui serait un super outil. Et donc, moi, c'est aussi, outre les préoccupations liées à l'implémentation de système, il ne faudrait pas qu'on devienne un continent où l'euro wholesale, en fait, il est fourni par des solutions américaines. Voilà. On peut désigner l'altérité, là. Et moi, je pense que c'est un vrai angle mort dans le rétroviseur. Donc voilà ce que je peux dire sur ce sujet-là. Philippe Lolani, peut-être sur ce sujet. Puis pour évoquer aussi les stablecoins. Vous avez compris qu'il y a des tensions entre les pouvoirs publics, les banquiers privés qui sont mes membres et mon régulateur. Donc c'est le troisième cercle, il a dit Eric. Donc moi, je fais le premier, je suis complémentaire du deuxième. S'il y a entente sur le troisième, CB fera ce qu'on lui... Enfin, il n'y a pas de problème. Derrière, je rebondis sur ce que vient de dire Frédéric. Très clairement, je pense que déjà, il y a le calendrier. On ne parle pas d'un truc demain, machin. De toute façon... Maintenant, c'est 2029, peut-être ça va. Donc, faut se calmer. Derrière, il y a une priorité, celle qu'elle vient d'évoquer. On était hier avec la secrétaire générale de Forge, là, et tout. C'est quand même que la blockchain, on se remet au débat de ce matin. Le débat de l'euro numérique, c'est un débat politique. C'est comme l'IA.
Et d'ailleurs, il y a deux ruptures, c'est la blockchain l'IA agentique, et au milieu, tout ce que va l'IA agentique va nous faire revoir tout notre modèle de paiement, machin, et les blockchains vont nous faire revoir le modèle financier à travers stablecoin. Le problème, c'est qu'au milieu, il y a Trump, et à côté, il y a Xi Jinping. Et que clairement, voilà, Trump, il a interdit son dollar numérique, il privatise sa monnaie, d'ailleurs, il se fait des milliards à titre personnel, hein. Et donc, il va favoriser le stablecoin dollar, y compris pour les... Voilà. Et que la masse monétaire de l'euro, par rapport à ça, c'est 20%, si je ne m'abuse, et que s'il peut dézinguer, excusez mon langage, hein, la masse monétaire euro... Donc, je comprends aussi les éléments de résistance en face. En tant que banquier privé depuis 40 ans, c'est sûr que ne pas en wholesale, enfin, offline, ça, mais après... dans le débat de ce matin, que doit faire l'Europe, quelle est la priorité pour résister et se doter d'un système qui soit pas complètement dans à la fois les gammas, elle a dit la dame ce matin, enfin, voilà, et qui soit pas complètement privé. On a quand même une culture donc une culture de pouvoir public. Enfin, on va peut-être pas fonctionner d'un seul coup dans un système totalement privatisé, big state, big tech. Et là, on voit bien que le stablecoin et la partie blockchain, c'est parti en big tech. Et les big tech, les patrons des big tech disent, nous, on va devenir des big state. Sauf que l'Europe, c'est pas encore un big state. Ça ne sera pas entre la Chine un big state, c'est ce que j'ai compris ce matin. Mais qu'est-ce qu'on fait pour garder notre gouvernance et notre culture, y compris monétaire? Voilà, j'ai rien dit, et donc je prends pas parti sur le sujet de l'euro numérique. Vous avez bien compris. Dans ce monde de plus en plus digital, Ludovic, est-ce que le risque pour vous, pour Wero, c'est pas de vous faire complètement désintermédier, des risques à terme? Non, enfin nous, je pense qu'on a un bel avenir. On est qu'au démarrage de Wero. Là, on a effectivement le P2P. Donc, j'ai dit tout à l'heure, on a tout juste lancé le e-commerce sur le marché allemand. La Belgique va suivre début d'année prochaine, la France à l'été prochain. Le paiement en point de vente dans le proximité arrive aussi l'année prochaine. Donc on a, des opportunités énormes pour maintenant prendre une part du marché et on est très fortement soutenu par les commerçants. Les commerçants qui, je ne vais pas parler à leur place, mais qui, en fait, voient en Wero une alternative aux moyens de paiement existants. Ce n'est pas une alternative à CB, c'est surtout une alternative à la pression que mettent aujourd'hui les scheme cards internationaux, qui devient difficilement supportable pour les commerçants, en particulier dans des pays comme la France, où la carte représente une part très très importante des paiements, que ce soit sur Internet ou en point de vente. En Allemagne, on a effectivement un écosystème un peu différent, comme le disait Frédéric tout à l'heure. En Allemagne, on a sur Internet, la carte n'est quasiment pas utilisée, c'est uniquement les cartes de crédit. Mais on a PayPal, on a le prélèvement et on a le virement, paiement sur facture. Donc c'est un écosystème complètement différent. Et là aussi, il y a une attente très très forte des commerçants. Donc on est vraiment poussé par les commerçants et il faut arriver à satisfaire cette attente très forte parce qu'on apporte une expérience utilisateur qui est complètement nouvelle, qui n'existe pas aujourd'hui, qui est vraiment hyper appréciée parce qu'on apporte une flexibilité, une mise à l'échelle aussi européenne pour un moyen de paiement européen et qui aujourd'hui n'existe pas puisqu'on n'a que des solutions au niveau national aujourd'hui. Et donc ça c'est très intéressant pour les acquéreurs, pour les grands commerçants internationaux de pouvoir se dire j'investis dans Wero, ça me permet de couvrir au moins déjà 5 marchés et puis d'autres marchés qui vont arriver par la suite. Voilà, et puis on a également la perspective d'étendre l'usage de Wero au-delà de ces 5 marchés, puisqu'on parle d'interopérabilité là, avec d'autres solutions. Donc on a engagé un projet avec les Espagnols, les Italiens, les Portugais, les Nordiques et leurs solutions nationales pour établir des ponts, une interconnexion et faire en sorte que quand un Français va partir en vacances en Espagne, il pourra utiliser aussi Wero pour payer en Espagne, mais en
en utilisant le réseau d'acceptation de la solution espagnole qui s'appelle Bizum. Et donc ça aussi, c'est quelque chose qui permet de couvrir... donc Wero en tant que tel, c'est déjà 60 millions d'utilisateurs potentiels sur nos 5 marchés. Et grâce à cette collaboration avec ces 4 autres solutions, on ajoute encore 60 millions de consommateurs en plus. Donc on peut couvrir 120 millions d'utilisateurs qui seront capables de payer avec Wero en Europe. Donc c'est quand même, je veux dire, on a toutes les opportunités devant nous et on espère pouvoir les saisir. Voilà. On arrive au terme de ce débat. Un petit mot de conclusion pour chacun, peut-être une petite note d'optimiste pour finir. On va commencer avec vous, Marc Schwartz. Vous n'êtes pas le dinosaure. Vous n'êtes pas le dinosaure. Non, hein. non, C'était non. vraiment le message que vous vouliez nous faire passer. Ouais, une petite note d'optimisme. On vient d'inaugurer à la Monnaie de Paris une magnifique exposition sur l'artiste néerlandais Moritz Escher. Vous savez, cet artiste qui fait des choses absolument impossibles, des escaliers qui vont dans tous les sens. Et donc, je vous invite à venir le plus nombreux possible à l'hôtel de la Monnaie. C'est au 11 quai de Conti. Et si je reviens au sujet du jour, c'est une... non, c'est une note d'optimisme et de vigilance. C'est-à-dire que le sujet on n'a pas eu le temps de discuter du sujet des stablecoins, mais c'est vraiment une note de vigilance. Je pense que tout ce qui est fait ici autour de Wero, c'est excellent, c'est une excellente chose. La volonté américaine de développer les stablecoins, pour moi, est inquiétante. Parce que d'abord, c'est un outil de domination accrue du dollar dans les paiements internationaux et dans les réserves de change mondiales. Deuxièmement, c'est un moyen par les Américains de faire financer leur déficit budgétaire. Et donc je pense qu'il faut une réaction très vigoureuse en Europe. Ça a commencé, tu as cité tout à l'heure la Société Générale, il y a d'autres banques, mais il nous faut des stablecoins en euros et il nous faut des infrastructures de paiement européennes. Et dans les moments difficiles, l'Europe a toujours su se ressaisir et donc je reste optimiste. Moi, je vais prendre ma casquette BPCE pour le coup. Donc, vous savez qu'au début de l'année, on a lancé une joint venture avec BNPP qui s'appelle eStream, qu'on est en train de développer, qui se développe bien, et dont l'objet, c'est de construire la prochaine génération de paiement par carte. Donc, on aura quelque chose de très souverain, de très maison, qui sera normalement le 3e processeur européen si nous amenons tout notre processing dedans, et qui a vocation évidemment à construire quelque chose de solide en Europe et de souverain pour la carte. Donc voilà, c'est vraiment un élément très positif, puisque voilà, moi je suis un ingénieur, je construis des usines, voilà, je fais du boulot ici, j'envoie pas mon calcul à l'étranger, etc. Donc franchement, je pense qu'il faut voilà, cette reconquête de la souveraineté, il démarre par les efforts de chacun d'entre nous. Voilà, comme on dit au rugby, il faut que chacun fasse ses plaquages pour que l'équipe gagne, quoi. Faut pas compter sur celui qui est derrière pour le faire. Donc voilà, moi je suis très fier de cette initiative. En conclusion, Philippe, Ludovic Franceschini, c'est bon pour vous? Philippe? Juste, de toute façon, voilà, déjà CB Stet, voilà, on a notre souveraineté française. À l'horizon 2030, je le répète, pas de sujet. On y rajoute le thème de la résilience, très important sur lequel on va travailler. On est en complément du 2e cercle et on fera tout, et Wero-P va être un gros boost aussi pour ça, via CB, via la carte dedans. Derrière, je dirais, il y a un truc que j'ai pas dit, c'est aussi au-delà de la résilience, c'est étendre le domaine de la lutte. C'est la carte multiservice, c'est le transport. Je reste un administrateur heureux, optimiste, mais encore déçu depuis 10 ans de ne pas avoir intégré les transports. Les Jeux Olympiques, ça ne nous ont pas, Donc on a des choses à faire, on a encore des flux à prendre sur le transport, parce que ça rend service. Et puis, convaincre les politiques quand ils seront stables que le co-badging est le meilleur des deux mondes et qu'au moins il y ait CB, y compris quand on va au Crous ou au ministère de la Défense. Donc sachez que je fais un gros boulot. Alors le problème c'est que ça sert pas à grand chose parce que je passe dans un ministère et puis le ministre y est plus. Mais je vais continuer. C'est ce que j'appelle étendre le domaine de la lutte, parce que on peut pas dire tout ce qu'on a dit depuis ce matin. Et puis comme je dis, que nos enfants Gen Z à
au Crous paye avec un ICS only, c'est pas bien. Donc il va falloir aussi qu'on fasse des choix. Et des choix individuels. Je suis pas en train d'amener la révolution, rien. Il faut juste choisir ce qu'on veut. Je reviens et je vais faire mon petit wrap-up, mais je voudrais finir là-dessus. Il va falloir qu'on fasse des choix. Il n'y a pas que le business is business, il n'y a pas que l'économie mondialisée libérale. On a un petit problème. Donc les choix, ils sont individuels. L'effet colibri, vous connaissez, le petit qui apporte sa goutte. Voilà. Donc, et peut-être que si on les fait pas, nos jeunes, les générations suivantes vont vraiment nous le reprocher, parce que déjà que sur l'écologie ou sur d'autres trucs, ils nous le reprochent. Mais alors, si on lâche l'affaire, et pour finir, donc là, et pour finir sur ce que disait Marc, oui, vous avez compris, je suis très inquiet, bien sûr, de l'attaque via stablecoin. Enfin, c'est à la fois pour rembourser la dette américaine, parce qu'ils sont beaucoup plus endettés que nous, mais ils ont les moyens de nous plier, et de désarmer complètement l'euro aussi, de voir le désintégrer si on fait pas, voilà. Bon, donc, mais ça, c'est à la nouvelle génération aussi et à nous de aider à financer des choses qui permettent de résister. Mais franchement, on est pas mal. Hein. Le but du jeu, c'était qu'on montre, et Eric est pas là, mais si on rajoute Eric là, il y a un plan, au moins sur les paiements. Non, mais mon mot de conclusion sur cette table ronde, c'est au moins dans notre écosystème paiement, il y a un plan à l'horizon 2030. On est tous unis et unanimes, commerce, industrie, banque, régulateur. On a les éléments des 3 cercles qui sont représentés là, et on est en action. Et on a l'argent et les résultats pour le faire. Et sur les plans précédents, que ça soit le sans contact, CB Dynamique 2026 et tout, l'administrateur de CB, et il dit à l'écosystème, merci à toutes et tous, parce qu'on l'a fait, quoi. Donc il n'y a pas de raison que ça continue pas. Mais il nous manque la petite pièce encore des acteurs gouvernementaux pour bien comprendre que la petite pièce, la petite pièce, et t'en vois plus souvent que moi, des ministres et des machins, donc tu peux leur dire, mais quelque part, faut qu'ils comprennent que c'est vachement important. La petite pièce, c'était le mot de la fin, on a tous compris. La filière paiement, faut la soutenir, c'est 100 000 emplois en France. Et voilà, c'est peut-être moins qu'1 million d'emplois dans l'automobile. Montebourg en parlait ce matin, mais voilà. Donc à nous aussi, là encore, d'actionner c'est à nous de défendre notre boulot, notre histoire et notre futur. Merci à tous les 4. Merci, on vous applaudisse.